Alors bonjour à toutes. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur un sujet qui est dans la paracha de la semaine dernière. Vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, on a eu les 3 premières plaies, et là on va voir dans la paracha de cette semaine les 7 dernières, les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. Mais il y a une attitude bizarre. Au moment de la plaie de Barad, de la grêle, alors à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il devait prévenir, Hachem prévenait Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il devait prévenir Pharaon pour proposer de laisser partir les béné Israël. Et à chaque fois, c'est le même phénomène. Il prévenait, après Pharaon disait non, après il prenait la tréha, ouais, et après il disait bon, on arrête, et après il a endurci son cœur, et à chaque fois il redisait non. Mais 10 fois de suite, c'est lourd, ouais. En tout cas, au niveau de la grêle, c'est très bizarre. C'est marqué Ve'abema asher imatse basade velo yasef habayta. Donc, quand que les animaux qui seront dans les champs, évidemment aussi les personnes qui seront dehors, alors Vayered alem abarad, elle va tomber sur eux la grêle, va mettre tout, et ils vont mourir. Et là-bas, la grêle, c'était très spécial. Le Midrash, il dit que chaque grêle, il faisait un tefar. Chaque boule de grêle, ça veut dire comme une boule de pétanque. D'accord? C'est énorme quand ça vient du ciel. Et en plus de ça, la grêle, elle se cassait et il y avait du feu qui sortait. D'accord? Et de ce feu, il y avait des autres boules de grêle qui sortaient. D'accord? Et de ces boules, il y avait du feu. C'était un massacre. Et après, le passage qui dit incroyable, il dit Ayare et Dvar Hashem, celui qui craindra la parole d'Hachem, mais Avde Paro, parmi les serviteurs de Pharaon. Ouais, Enis. Donc celui qui a craint Hachem, il a Enis et Avadav, donc il a prévenu, il les a cachés, ses serviteurs, Vet Mikneo et son bétail, et la bâtime dans les maisons. Après c'est marqué Vacher lo sam libo el dvar Hachem, et celui qui n'a pas porté son attention, son cœur, el dvar Hachem, sur la parole d'Hachem, Vayazov et Avadav, il a abandonné ses serviteurs, Ve'et Mikneu et son bétail, bassadé dans le champ. Maintenant c'est très bizarre ce langage-là. Parce qu'il a dit, d'abord, c'est la 7e plaie, d'accord? Donc il pouvait se douter que ça allait arriver quand même. Oui, non, d'accord? Comme si quelqu'un, il est cambriolé 7 années de suite le jour de Rosh Hashanah. Donc il pense que la 8e, il va y avoir un problème. Il ne sait pas où les voleurs sont chanceux ou alors ils sont religieux, c'est pas possible, d'accord? Mais quand même, il s'est habitué à l'idée. Non, mais quand même, il n'a pas réagi. Ici, c'est pareil. Mais le langage, il est bizarre, parce que c'est marqué à Yareh et Dvar Hashem. Maintenant, celui qui craint la parole d'Hachem, on parle des Égyptiens maintenant, ouais. Donc même un Égyptien, hein, il peut croire. Même un non-juif, il peut avoir peur. Il peut se rendre compte d'un phénomène qui n'est pas normal. Maintenant, il l'appelle Dieu, ou il l'appelle un phénomène, ou il l'appelle un système. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver, là. Ouais, et en plus, surtout la 7e fois, il commence un petit peu à être habitué. Mais quand même, il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que marqué Ayere et Dvar Hashem, d'un côté c'est marqué celui qui craint Hashem, donc il a mis ses animaux et ses esclaves à l'abri, et après c'est marqué Vacher lo sam libo, d'accord? Et celui qui n'a pas posé son cœur, c'est-à-dire on dit en français, il n'a pas porté son attention. Maintenant il fallait marquer celui qui a craint Hashem, eh ben, il a prévenu ses serviteurs, et celui qui craignait pas, non il n'y a pas écrit celui qui craint pas, il y a écrit celui qui n'a pas mis son cœur. Donc c'est cette notion-là sur laquelle on va essayer de réfléchir. C'est comment quelqu'un, il peut être conscient, il peut être connaisseur, il sait que la chose existe, mais il ne réagit pas. Il bouge pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est très bizarre. Ils savent qu'ils vont au divorce, mais non, ils ne comprennent pas. Ouais. Ils savent qu'ils ne font rien à l'école, mais ils pensent qu'ils vont passer de classe. Ouais, ils vont pas au magasin, mais ils pensent que ça marche tout seul. C'est très bizarre. C'est un phénomène bizarre. On dirait qu'ils sont déconnectés. Ils ont l'ordinateur, ils ont Internet, mais ils n'ont pas mis la prise. Et ils comprennent pas, ils s'énervent sur l'ordinateur, ils tapent, ils appellent la hotline, mais ils n'ont pas mis la prise. Mais ils continuent, ils s'énervent, pourquoi, Ouais. Comme des gens qui se parlent jamais, et ils comprennent pas pourquoi ils se comprennent pas. C'est très... Alors pour essayer de comprendre ça, il y a un Raphaël Shmulevitz sur ce sujet. Donc à partir de ce cours-là, j'ai développé quelque chose. Alors, je ne sais pas, parce que je l'ai relu ce matin.
Je suis arrivé hier de Montréal, je suis un peu dans le... Et en plus, le cerveau était un peu congelé parce qu'il faisait moins 21. Ça fait très bizarre de se prendre pour un produit Picard. Donc, c'est marqué ici, à propos de Bilam. Oui, Bilam, vous savez, le prophète, d'accord? Il a dit une chose incroyable. Dans la prophétie qu'il a dit, il a eu un souhait. Il a dit, Tamut nafshi mot yesharim. Ouais, que je meurs de la mort des gens droits. Et c'est qui ça? C'est Avraham, Isaac et Jacob. C'est très bizarre que cet homme-là, qui avait quand même des mœurs un peu bizarres, parce qu'il avait des relations avec son ânesse, et on sait qu'il ne jouait pas au Monopoly, d'accord, qui avait un esprit vraiment cupide, parce qu'il a fait tout ça pour l'argent, il avait un niveau d'impureté incroyable. Comment il a pu espérer, d'accord, souhaiter avoir la mort de Avraham, Isaac et Jacob? Mais tu sais que tu n'as rien à voir. C'est comme si tu tiens une boîte de nuit et tu dis, j'espère avoir la perception prophétique de Baba Saleh. Mais tu peux pas. Non, c'est bizarre. Mais la personne, elle y croit vraiment. D'accord? Comme les gens, ils mangent du cochon, mais tu dis, je suis plus juif que toi. Je dis, c'est possible, c'est possible. Ouais. Enfin, il faudrait déjà que tu réfléchisses à ton comportement. Non, ça n'a rien à voir. Comme si mon corps, il est là et ma tête, elle est là. Ouais, comme si mon corps, il est là et mon cœur, il est là. C'est deux êtres différents. Mais comment on peut vivre en parallèle? Déjà, quelqu'un qui marche et qui croise ses chaussures, il doit se dire qu'il est pieds nus, non? C'est une expression en psychologie, ça s'appelle marcher à côté de ses... D'accord? C'est ça, non? Oui. Elle dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk, Asher Asa et Adam Yachar, que Hachem, il a fait l'homme droit. Bon, mais après, l'homme, doucement, il peut se détourner de cette droiture. Il y a encore plus de ça, qu'on sait qu'on a dit qu'il avait des relations avec son ânesse, et que quand il y a eu le miracle, et que l'ânesse, elle s'est bien parlé, elle a eu un langage bizarre. Elle a dit, Ve'lo el hasheani oselecha rechivut, beyom ve'ishut balayla. Ça veut dire que moi, tu te sers de moi pour chevaucher dans la journée, et la nuit, tu te sers de moi comme... Bon, d'accord? Ouais. Elle dit, mais lui, il l'entend, ça, il le sait, il le vit. D'accord? Mais quand même, il espère qu'il aura la mort des tzadikim. Et pas n'importe lesquels, d'Avraham, Isaac et Jacob. Maintenant, là, il le dit, c'est écrit dans la Torah. Donc la Torah, elle ne va pas dire un truc qui ne sert à rien, ou un délire, ou une débilité que le gars, il a dans la tête. Non, vraiment, la personne, elle était à 100% là-dedans. Donc lui, Bilam, il sent qu'il est le prophète, il est la définition de la relation avec le divin. Donc c'est normal qu'il va avoir une fin qui va être la fin des tzadikim. Alors comment c'est possible de vivre dans une contradiction incroyable, dans une incohérence incroyable, et d'être normal, d'être tranquille? Encore le gars, il ment, il souffre, il sait que c'est faux. Non, lui, tranquille, à l'aise. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors pour ça, il y a une Gemara dans Shavuot Daf E, où on parle là-bas de quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash en étant impur. Vous savez que dans le temple, si quelqu'un il est impur, il a touché un reptile, ou il a serré la main de sa belle-mère, non, j'exagère. Alors c'est marqué là-bas, Yedia Bechiyuv Korban, Bebiat Mikdash Betuma. D'accord? Il y a une loi que quelqu'un, pour qu'il soit puni pour le fait d'être rentré dans le Beth Amikdash, dans le temple, en étant impur, il faut une Yedia. Il faut que la personne, elle le sache. Il faut qu'elle sache qu'elle est impure. Alors là-bas, il y a une rabbi, il dit comme ça, Yediat Bet Rabo, Shma Yedia. Alors Yediat Bet Rabo, ça veut dire la connaissance qu'il avait de Bet Rabo, ça veut dire de la maison de son maître, donc de l'école. Ouais. Alors Shma Yedia est considérée comme une connaissance. Ça veut dire quoi? Alors Rachid dit, Yediat Bet Rabo, Shelamad Be Bet Rabo, Shanoeg Anogia Betuma Tamé. D'accord? Il sait, depuis l'école, il sait que celui qui touche un reptile, un animal qui est impur, quelqu'un qui est en lien avec l'impureté, il est impur. Veoui Yodea. D'accord? Et lui, il le sait. Shirki Shenaga. Il a senti qu'il a touché. Ava Louid Bonen. Ouais, la Sum Libo Shenitma. Donc, il sait qu'il a touché. Donc, sa connaissance, il sait que c'est interdit de toucher. Il sait que celui qui touche, il devient impur. Et il sait qu'il a touché. Mais il ne pense pas qu'il est impur. Le langage, il est comme ça. Loïd Bonen, d'accord? La Sum Libo. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'Id Bonen?
Leitbonen, ça veut dire réfléchir. D'accord? Mais ça vient du mot bina, ça vient aussi du mot bonnet. C'est quoi bonnet? Ah, je pensais que c'est quelqu'un qui avait un. Bon, alors, donc bonnet, ouais, bonnet, c'est construire. Maintenant, en français, on dit votre réflexion n'est pas construite. D'accord? On sent que vous dites n'importe quoi, les choses, vous n'avez pas respecté les lois de causalité dans votre raisonnement, les transitions ne sont pas claires, les transitions n'existent pas. Donc, c'est pas banouille, c'est pas construit. Donc, Leitbonen, c'est avoir une réflexion construite. Maintenant, on ne peut pas construire un immeuble sans réfléchir. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un il va penser, ou quelqu'un il va délirer, ou quelqu'un il va divaguer, ou quelqu'un il va laisser son esprit vaquer, d'accord, il fonctionne au niveau neuronal, mais c'est pas construit. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Il sait que c'est interdit. Enfin, il sait que celui qui touche à un reptile, il est impur, donc c'est dans sa connaissance. Ouais. Comme quelqu'un, on lui dit, mais t'es marié? Il dit oui, mais tu es en train de draguer la cliente. Ah, 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 ah. Mais il sait qu'il est marié, bien sûr qu'il est marié, mais tu es fou quoi. Pourquoi il a une alliance? Et bien sûr, il était à la Choupa, et ça fait 15 ans, et ils ont 4 enfants. Donc il sait, il n'y a pas de problème de connaissance. Mais on dit qu'il y a une séparation entre sa connaissance et son vécu. Alors c'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi le pont il est coupé? Comme les gens, les 3 quarts des juifs, ils savent qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui n'est pas assourd, ils savent. Mais bien sûr, il fait même le kidouche. Mais après, il allume la télé. C'était une tradition. Et même quand il n'a pas de télé, il met un carton, il marque télé dessus parce qu'ils avaient l'habitude, à l'époque, d'allumer la télé après le kidouche. Ouais. C'est-à-dire tellement, les choses, elles sont ancrées que même si elles sont cohérentes, alors elles ne dérangent pas. En français, on appelle ça être cohérent avec ses incohérences. Oui, les gens, ils arrivent à ça. Ils disent, mais comment c'est possible? Il dit, c'est marqué ici. Qu'il y a la connaissance. Il ne faut pas croire, les gens, ils ne savent pas. Oui, parce que c'est une très grave maladie, malheureusement très répandue, qui s'appelle Si j'avais su. D'accord? Mais les 3 quarts des gens, ils savent. C'est pas qu'ils savent pas. Après, ils disent, oui, mais ils sont pas sensibles. Ils n'ont pas compris l'importance. Mais à quoi elle sert l'importance? À quoi elle sert la conscience de l'importance? À quoi elle sert? Elle sert à rien. Parce que de toute façon, une chose, c'est une chose. D'accord? Si on te dit verglas, tu dis verglas, tu crois que c'est une direction? Tu vas verglas? Non, tout de suite, il a compris qu'il y a du verglas et que la voiture elle risque de faire un tonneau et de faire un accident. Donc verglas, il réagit, il ralentit, il regarde, il change les pneus, il fait quelque chose, il y a marqué verglas. Non, le gars il part, il roule encore, il accélère, il voit la route, elle est brillante, il fait 6 tours, il se prend un mur et il meurt. D'accord? Et on voit sur son visage qu'il a compris. À la morgue. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que il y a une connaissance et il y a une réactivité. Mais comment ça se fait que des fois il n'y a pas la réactivité? Non, c'est pas une question, c'est une formulation qui vous laisse le temps de réfléchir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, les silences, ils font partie du cours. Parce que ça vous laisse le temps de créer la transition personnelle pour vous sentir un peu concerné. Ouais. Sinon, vous allez continuer à penser que le cours, il est pour quelqu'un d'autre. Vous dites, il faut que je lui dise en rentrant. Non, non. Le cours, il est déjà là pour les gens qui sont là, a priori. Mais parce que même moi, j'y assiste. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de réfléchir. C'est quoi qui a coupé le circuit, là? Ouais. Pourquoi l'information, elle s'arrête là? Pourquoi elle arrive jusqu'au cerveau et après, elle ne va pas jusqu'au cœur? Pourquoi? Elle dit, cette logique-là, alors elle dit que la sensibilité, en fait, c'est comme un acide. Vous savez, la Gemara dit que quand on fabrique le sofer, le scribe, je ne sais pas comment ils appellent ça, ouais, celui qui écrit les mezuzot, le scribe, ouais, il fabrique l'encre. Il y en a qui disent qu'on met un petit peu d'acide à l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour que l'acide, il va servir à faire pénétrer l'encre un petit peu dans le parchemin. Un petit peu, pour accrocher. Parce qu'a priori, il y a une feuille de cuir qui s'appelle le claf, d'accord? Et dessus, il y a de l'encre. Maintenant, l'encre, c'est un corps étranger. Donc, quand il va sécher, ouais, il va devenir dur. Ouais. Alors, quand tu vas bouger un peu la feuille, le sofer en roule, mais elle va casser. Elle ne va pas tenir l'encre. Donc, il faut que l'encre soit un peu souple. Mais à part ça, pourquoi elle va s'accrocher? Alors, on dit, on met un petit peu d'acide. L'acidité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que ça pénètre un peu à l'intérieur et que les fibres, en fin de compte, du claf, du cuir, ils vont être imprégnés de l'encre. Et c'est ça qui va les accrocher. Du coup, quand on va déplacer, ça va continuer à tenir. Quand on va déformer la feuille, alors c'est quoi cette acidité-là qui fait pénétrer les choses? Oui, alors c'est la sensibilité.
C'est le fait qu'on soit lié à la chose, le fait qu'on soit intéressé, qu'on porte un intérêt à la chose. Pourquoi? Parce que sinon, on peut apprendre, on apprend beaucoup, mais par combien on est touché? On voit, mais combien on est touché? Ouais, on participe à des choses, mais combien on est personnellement, ça s'inscrit en nous? Alors, c'est ça la question. Alors ici, quand il a dit que, d'après Rabbi, pour que la personne, elle soit hayab, c'est-à-dire elle considérait qu'elle a fait une faute, de rentrer impure dans le temple, on aurait dit qu'on a besoin qu'au moment où la personne, elle faute, eh ben, elle sache qu'elle a fauté. Au moment où elle est rentrée impure, elle sache qu'elle est rentrée impure. Il dit, non, il suffit qu'elle le sache de l'école, c'est-à-dire qu'elle aille pris à la yeshiva, que celui qui touche un reptile, il est impur. D'accord? Maintenant, il le sait, d'accord? Et ça, tu te balades avec ta connaissance, parce que les choses, elles sont inscrites dans ton cerveau, dans ta culture, mais ça ne me dérange pas que la personne, au moment où elle l'a vécu, elle n'avait pas cette sensibilité. Donc, au moment où elle a fauté, elle n'a pas cette sensibilité de je suis en train de faire une bêtise, de rentrer impur, mais elle sait que rentrer impur, c'est interdit. Alors, c'est ce qui est marqué. Ça s'appelle Chisaron de Simatlev. Il manque la Simatlev. Maintenant, c'est quoi la Simatlev? D'accord? Simatlev, de mettre son cœur. D'accord? En français, on dit porter son attention. C'est comme les gens, ils voient sans voir. Par exemple, toi, tu es en train de réfléchir à quelque chose, puis la personne, elle se met devant toi, et toi, tu continues à réfléchir, à dire, mais tu es tellement pris dans ta pensée, tu ne reconnais pas la personne. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Comment tu ne m'as pas vu? Je suis devant toi. C'est pas que j'étais derrière toi, je suis devant toi. Ouais, on disait, il est dans les nuages, il avait la tête ailleurs. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, ça peut aller très loin, parce que la personne, elle peut même vivre quelque chose, elle peut même vivre une situation sans se rendre compte de ce qu'elle est en train de vivre. Ouais, comme quand des fois tu dis, tu te trompes de route, parce que la voiture, elle connaît la route. Ouais, parce que toi, tu es en train de parler. Comme tu n'arrives pas à faire deux choses en même temps. Donc, ton esprit, il est là, et ta tête et ton corps, il est ailleurs. Il dit maintenant, le souci, c'est que les choses qu'on sait, mais dont on n'est pas conscient en les vivant, est-ce qu'on les a vécues? Oui. Si je sais quelque chose, j'ai une idea, ouais, mais l'autre, ça me t'y lève. Alors, j'ai pas mis mon cœur. Donc, ce que j'ai vécu sans mettre mon cœur, est-ce que c'est moi qui l'ai vécu? Ah, mon corps, il était là. Oui, ami. Ton corps, il était là. C'est comme quelqu'un, il rentre à la maison, tac, il se met sur son téléphone, il parle pas. Alors sa femme me dit, pourquoi tu es rentré? C'est pas la peine. Tu peux faire ça dans ta voiture. Il dit, voilà, je suis là. Mais non, tu es pas là. Quand tu es là, tu es encore connecté. Donc tu n'es pas déconnecté pour être avec nous. D'accord? Mais de la même manière, dans le sens contraire. Que quand quelqu'un, il fait une faute, on dirait qu'il est dans le coma. Tu le réveilles, ouais, il est en train de faire sa petite avéra tranquille et tout ça. Paf, il rencontre quelqu'un qu'il connaît. Ah, d'un seul coup, il devient Hassid. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Continue à fauter, c'est quoi ton problème? Ouais, il a trouvé un truc à côté de Perpignan, 10 km, un restaurant Taref, personne ne le connaît, il est en train de manger tranquille. Et au moment où il va mettre la quenelle de porc dans sa bouche, ouais, il y a son beau-père qui rentre. Le rave de la ville. Alors il sait pas, parce que comme il a déjà fait la bracha, il ne sait pas s'il doit manger ou non. Il y a une bracha pour celui qui mange du cochon. Ouais. C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam Yachar la Geinam. Bon, d'accord. Mais donc comme il a déjà fait la bracha, alors il fait 1. Ouais. Est-ce qu'il doit manger ou non? Mais c'est quoi l'idée? C'est que maintenant il se porte en porte-à-faux. Mais alors jusqu'à maintenant là, il est rentré dans le restaurant, il a choisi le menu, il a demandé, il a attendu. Et le serveur, il est venu, il a servi, il s'est préparé, il a mis sa serviette, il a pris la fourchette. Et jusque-là, tout allait très bien. Et paf! Il arrive le beau-père, ou au pire, c'est affinité. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire où il était avant, ouais, mais que maintenant, il se passe quelque chose dans sa tête. Pourquoi? Comme tu fais un beau lachanara sur quelqu'un, et puis la personne dont tu parles, elle arrive. Alors elle te dit, mais continue, je ne veux pas te couper la parole, Chas v'Shalom. En plus, si tu le dis, c'est que tu penses vraiment qu'il faut le dire, que c'est nécessaire, c'est une mitzvah de le raconter. Alors, vas-y, continue. Même moi, si je t'écoute, c'est bien, parce que comme tu parles de moi, ça va me permettre de prendre du recul, de mieux me connaître, et puis de savoir qu'est-ce que les gens y pensent de moi. C'est bien.
Mais pourquoi tu es gêné? Pourquoi tu deviens toute rouge? Pourquoi tu es dérangé? Continue, c'est bizarre. Encore une fois, c'est bizarre. D'accord on dirait que ta personne, ta bouche, elle peut être décollée de ta personne. Elle peut parler indépendamment de toi. Et des fois, c'est tout ton corps qui vit indépendamment de toi. Alors jusqu'à quelle distance quelqu'un il peut être étranger de lui-même et continuer à rester vivant? C'est comme si toi, tu es dans ton lit, ouais, et ton corps, il se lève, il part, il va au travail, et truc. Et mais tu es toujours dans ton lit, toi. Ouais. Tu dis, c'est pas possible. Moi, qui c'est moi? Moi, c'est ma personne, c'est ma conscience, c'est mon intériorité. Elle accorde le lit, et moi, je vais au travail. Il y a des gens comme ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils sont en dépression, ou ils sont mal dans leur peau. Au fond, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. D'accord? Donc, et aimer, on a expliqué déjà que aimer, c'est Ava, et Ava, c'est Echad, c'est la même valeur numérique. Donc, en fait, aimer, c'est faire un. Donc, aimer, c'est adhérer. Maintenant, quand j'aime pas quelque chose, quand j'aime pas, c'est pas là seulement que j'apprécie pas, ou que ça me fait pas plaisir, ou je le kiffe pas. Non, c'est que je le vis pas. Je le vis pas. Ouais. Parce que la chose, elle me dégoûte tellement que moi, maintenant, moi, je suis en dépression. Donc, je reste dans mon lit. Ouais. Dans ma tête, je suis dans mon lit. Et mon corps, il va là-bas. Parce qu'il y a des obligations, parce que le travail, il m'attend, parce que le patron, il m'engueule, parce que l'autre, il me dit, alors, tu rapportes pas d'argent à la maison. Donc, j'y vais, mais je reste là-bas. Le problème, c'est que dans la distanciation entre moi et ce que je vis, moi et ce que je vis, moi et ce que je vis, à un moment, ça peut craquer. Combien, à quelle distance? Comme toi, tu prends ton téléphone. À la maison, tu parles, ton téléphone qui est rattaché à France Télécom. Mais si tu sors de la maison, ça capte plus. D'accord? Donc l'idée, c'est jusqu'à combien on peut s'éloigner de soi-même et rester en lien avec soi-même. C'est comme quelqu'un, il part en Chine, il n'est plus marié. Tu dis, mais quoi, jusqu'à une certaine distance, tu es marié, toi? Et quand il était loin, à 10 000 km, tu n'es plus marié. Il enlève la bague, il va dans une boîte spéciale de nuit, ouais. On se détend un peu, il y a le décalage horaire, de toute façon, elle dort. Je l'ai laissé avec les 5 fous, d'accord? Donc, ça veut dire que tu vois que des fois, c'est une distance, des fois, c'est un état d'être. Par exemple, quand quelqu'un il est en colère, il ne faut plus lui parler. Ah, il n'est pas là, elle n'est pas là. Moi, je dis toujours au masculin parce que je parle de moi, mais vous avez compris que ça peut être aussi au féminin, vu que je suis en minorité, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est que la personne dans la colère, d'accord? Et il y a une coupure, il y a une séparation. D'ailleurs, la dernière personne après, quand elle revient, on dit en français, elle retrouve ses esprits, comme si elle a fouillé dans tout le grenier pour les trouver, mais elle les a retrouvés. J'ai retrouvé mes esprits, comme ça, dans le noir, comme ça. Ouais. Elle a retrouvé ses esprits. Oh, mes esprits, elle remet ses esprits, d'accord? Donc quand quelqu'un, on dit en français, mais tu as perdu la tête, c'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? C'est-à-dire que, où tu n'as pas la tête sur les épaules, c'est toutes ces expressions-là. C'est quoi? C'est qu'une personne, elle est là, mais sa tête n'est pas là. Donc la question, c'est ça. C'est de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, parce qu'on le vit. Les gens, ils disent, bon, écoute, c'est la vie, hein, que c'est en train de parler, là, de monter d'une mayonnaise sur un phénomène naturel qui est vécu tous les jours. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que je dis que si on considère que quand ton esprit n'est pas dans ton vécu au moment où tu vis, ce sont des instants qui ne sont pas vécus. Et si la majorité de ta vie elle est comme ça, parce que jusqu'à un certain âge, tu ne savais même pas que tu existais, après tu as pris conscience que tu existais, mais en même temps, paf, et c'est collé l'existence du sexe opposé, ouais, donc tu t'es pas tellement occupé de toi, tu t'es occupé du sexe opposé, ça s'appelle l'âge bête, d'accord? Après, paf, tu as rencontré quelqu'un, tu as dit c'est elle, alors tu t'es concentré entièrement sur elle, après on t'a mis des obligations d'enfant, donc tu t'es occupé de tes enfants, mais en fin de compte, tu t'es jamais rencontré toi. Et après, à 40 ans, quand tu prends une claque, ou que tu es surpris avec la secrétaire, et que l'autre, elle te fait une crise, elle dit c'est elle ou moi, et toi, tu réfléchis, donc et à ce moment, tu n'y arrives pas tout seul, donc tu vas voir un thérapeute, et puis le thérapeute, il te dit, bah écoutez, il faudrait bien qu'on commence à parler de vous. Et d'un seul coup, tu découvres qu'il y avait un gars à l'intérieur que tu n'as jamais rencontré. Bon, c'est un peu gros comme exemple, mais tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave, d'accord? Donc, c'est ça que de se dire, est-ce que le temps que j'ai vécu sans y penser, ou sans en être conscient, ou sans le vouloir, ouais, est-ce que je l'ai vécu ou non? Donc c'est vrai que c'est un phénomène répandu, et que les 3/4 d'entre nous sont touchés par ce souci-là, ouais, mais de dire, bah oui, mais ce souci, peut-être qu'il veut dire aussi que ce temps-là n'a pas été vécu. C'est comme si sur la tombe, on marquait que le temps que tu as vécu. Et c'est quoi vivre?
Ben, vif, ben, tiens, un légume, non? Voilà. On prend l'électroencéphalogramme, et le cœur, cardiogramme, il marche. Ah, ben c'est bon, t'es vivant. Non, c'est pas ça, vivant. Vivant, c'est d'être dans sa réalité. Alors, comment t'es dans ta réalité? Avec ton corps, parce que t'es venu, avec ta conscience, parce que c'est un arc électrique entre toi et ta réalité, et avec ta volonté. Maintenant, si la volonté, la conscience, ou l'un ou l'autre, ou le corps n'est pas là, on dit que tu n'es pas là. Ça, c'est une grosse discussion en physique quantique. C'est est-ce qu'une chose dont je ne suis pas conscient existe? En fait, une chose, elle existe à partir du moment où j'en suis conscient. Mais le pire, c'est pas seulement qu'elle existe, c'est aussi que je ne pourrai l'influencer qu'en sachant qu'elle existe. Et je ne pourrai agir qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Donc maintenant, ça veut dire que ceux dont je ne suis pas conscient n'existent pas. Tu dis, mais comment ça n'existe pas? Mais vous rigolez ou quoi? Bien sûr que ça existe. Ça n'a pas besoin de moi pour exister. Mais non, parce que pour faire partie de ton décor, pour faire partie de ta vie, il faut que ça soit en lien de conscience. Maintenant, nous, tout ce qu'on fabrique dans notre vie, on fabrique des liens de conscience. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu l'aimes. Oui, tu l'aimes. Alors, il faut que tu l'aimes. Alors, il faut que tu te maries. Ah bon, il faut se marier. Alors, on fait une cérémonie, il y a du monde, 400 personnes, les rabbins, les témoins, les trucs. Tout ça, pourquoi faire? Pour entériner un niveau de conscience qui s'appelle marié. D'accord? Après, on te dit, occupe-toi d'elle, occupe-toi de lui, fais-lui à manger, achète-lui des habits, trouve-lui de l'argent, sois sensible à sa souffrance. Pourquoi faire? Pour encore perpétuer le niveau de conscience. Et maintenant, il y a des gens qui se marient comme s'ils ont acheté un pot. Un beau pot, ils l'ont bien sélectionné, un beau vase, il est magnifique, ils le posent. Et après, ils vont au travail, ils vivent leur vie. Alors l'autre a dit, oh, on parle jamais. Est-ce que je vais parler avec un vase? Mais t'es une potiche ou quoi? Tu dis, mais non, mais j'ai des sentiments. Mais non, un vase, on l'utilise, on met des fleurs dedans, on le montre à ses amis, ça fait partie du décor de la maison. Mais on va pas parler avec un vase. À la limite, c'est vaseux. Tu vas s'asseoir devant le vase. Oh, tu sais, je voudrais qu'on ait un échange, je voudrais qu'on se comprenne mieux, je voudrais qu'on vive des choses ensemble. Mais le gars, il part en vacances, il n'amène pas son vase avec lui. Vous comprenez ce que je dis ou... Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'oublient dans la voiture. Parce qu'ils n'ont pas pensé à prendre le vase en sortant de la voiture. Alors maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que tu as besoin de faire garder, de faire l'effort de garder à l'esprit la conscience d'être des gens que tu épouses? Ou non, c'est normal. C'est comme tu n'as pas oublié ta mère, non? Mais ta mère, pour qu'elle s'inscrive dans ton conscient et dans ton subconscient, il a fallu 21 ans de gentillesse. Donc l'autre qui vient d'arriver, la toute nouvelle, ou le nouveau, comment il va rentrer dedans? Parce que c'est ça la question. La question, c'est que il faut qu'elle soit dans ta réalité, il faut qu'elle soit dans ta conscience, et il faut qu'elle soit dans ton inconscient. Parce que dans l'inconscient, une maman, elle a peur pour ses enfants. Donc elle est au parc en train de parler avec sa copine et tout ça, mais elle garde en tête qu'il y en a un qui est sur le toboggan, il y en a un qui est à côté de la porte, et il y en a un qui est en même temps qu'elle parle. Donc d'un seul coup, ça sonne tut. Elle dit, mais il va sortir du parc. Mais comment tu sais? Inconsciemment. Ils appellent ça l'instinct maternel. Oui. Maintenant, il y a un phénomène très bizarre dans l'inconscient. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire du tourisme psychologique, mais, parce qu'il y a des endroits à visiter, hein, vraiment, c'est extraordinaire. Hein, bon, il faut y aller. Hein, et c'est que, par exemple, quelqu'un, il va dormir, d'accord? Il veut dormir. Bon, il veut dormir, mais demain, il a l'avion. Donc, il faut qu'il se lève à 4 heures pour être à 5 heures à l'aéroport. Et bien, il dit, bon, allez, demain, je me lève à 4 heures. Sans réveil, sans rien, d'accord? Et il dort, raquette, il dort bien. Et à 4 heures, tac, il se réveille. Il y en a des fois, ils mettent le réveil, à 4 heures moins 2, il se réveille, tac. Je dis, moi, je pose une question idiote. Ouais. Si, en dormant, tu peux te réveiller à l'heure, comment ça se fait que quand tu es réveillé, tu as besoin de regarder ta montre? Ça veut dire, ne le prenez pas mal, hein. Confirmation par téléphone, ouais. Donc, ça veut dire que ton inconscient, il connaît mieux l'heure que ton conscient. Bah oui, parce que ton inconscient, il va te réveiller, et ton conscient, il est tout le temps en train de vérifier, ah, quelle heure il est. Mais c'est bizarre, non? Pourquoi on a une montre? Ça sert à rien la montre.
puisque le cerveau, il connaît l'heure. Comme si, écoutez bien, comme si c'était plus facile de rester conscient en étant inconscient qu'en étant conscient. Ils insistent. Vous avez compris l'idée ou non? C'est bizarre. Oui? C'est bizarre. Alors moi, je pose la question. Si le gars, son cerveau va le réveiller, donc d'abord, déjà, il faut se demander qui c'est qui va le réveiller, parce que lui, il dort. C'est qui le réveille? Ouais. Donc, si déjà, pour une notion aussi débile que de se lever à l'heure, déjà l'inconscient, il est au courant, et il est actif, et il est vigilant, ouais. Alors pourquoi pour des choses qui sont beaucoup plus importantes, et beaucoup plus quotidiennes, et beaucoup plus fondamentales, et beaucoup plus graves, la personne, elle ne peut ne pas être consciente. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on fait rentrer quelque chose du conscient assez profondément dans l'inconscient pour que l'inconscient me prévient au cas où mon conscient il est déficient. Vous me suivez? Comme une femme, elle a fait une grosse bêtise avec quelqu'un qui n'est pas son mari, d'accord? Et elle me dit, oui, mais c'est mon âme sœur, et de toute façon, vous ne comprenez pas, vous, les rabbins, vous avez l'esprit obtus, vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Je dis, madame, moi, j'ai aucun a priori. Je suis très ouvert intellectuellement, et en plus, j'ai fait beaucoup d'études de zoologie, mais j'ai juste une réponse, une question. Mais ok, c'est votre âme sœur, ok, votre mari, il est méchant, ok, vous êtes en instant de divorce, mais ce monsieur-là, quand il a voulu vous toucher, votre instinct de femme et votre instinct de maman, il n'a pas réagi. Vous n'êtes pas dit, mais oh, attends, t'es fou, je suis marié, il faut qu'on divorce, il faut que je divorce. Non, tranquille, à l'aise. Genre, j'étais emporté par mes sentiments. Mais c'est un vrai problème, ça. Parce que si toi, je t'attache avec du scotch de partout, et je te jette contre un mur, et après je te jette par la fenêtre, je comprends que tu ne réagis pas, parce que je vois bien que tu es attaché. Mais là, tu n'es pas attaché. Donc c'est ça ton problème, en fait. C'est que tu n'es pas attaché. Parce que si tu étais attaché, tu pourrais pas. Ouais, comme ça dépend où vous avez mis l'attachement. Ouais. Mais tu es attaché. Tu dis, viens avec moi. Quitte tout le monde, quitte ta vie. Et viens avec moi. On part tous les deux. Vivre à Tahiti. Tu dis, mais je peux pas. Je suis une maman. Ouais. Et puis j'ai peur d'arriver là-bas et de me dire, Tahiti. Je me suis trompé. D'accord. Donc c'est ça l'idée. Comment la personne, elle peut faire ça. Et c'est une vraie question parce que j'ose même pas dire maintenant comment la personne a pu vivre ça, parce qu'en fin de compte c'est pas du vécu. Ou non. Tu penses qu'on peut être en parallèle. On peut avoir une vie dans le conscient et une vie dans l'inconscient. Ouais. C'est pour ça qu'à l'époque, c'est limite. Oui, mais c'est trop répandu pour dire ça. Sinon ça va dire qu'il va falloir retourner la pancarte de l'asile, vu que c'est tout le monde qui est fou. Donc il faut la mettre à l'envers, comme ça les gens dans l'intérieur, ils sont moins graves que les gens qui sont à l'extérieur. Je ne sais plus de quoi je parlais. Essayez de ne pas interrompre, parce que ça me fait perdre le fil, et moi-même, je ne sais pas où je vais. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Je ne sais plus, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que je disais juste avant? Cette fois-ci, je n'ai pas noté. Ah ouais. Personne ne suit, ça fait plaisir. Alors, c'est pour ça qu'on enregistre. Ça va bien? Bonjour. L'attachement. Voilà, l'attachement. Bon, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? C'est ça l'idée. Ouais, donc, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à faire pénétrer le vécu du conscient dans le subconscient. En fait, c'est comment on est attaché. Comment on fait pour fabriquer ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Les gens, ils croient que parce qu'on a accouché, on devient maman. Mais non, ça prend du temps pour devenir maman. Parce que ça va rentrer à l'intérieur. Après, on dit, ouais, c'est la chair de ma chair. Ouais, mais c'est pas encore ça. Ça vient. Comme marié, ça prend du temps. Comme ingénieur. Pourquoi on fait 4 ans d'études d'ingénieur? T'es intelligent, t'as un cerveau, t'as du bon sens. Alors vas-y, dis aux ouvriers, prenez des poutrelles, mettez du béton. Non, il faut 4 ans. Mais non, pendant 4 ans, t'as fait quoi? T'as fait du cumul de connaissances qui te permet d'être ingénieur. Ou t'as affiné ta sensibilité et ton bon sens pour être ingénieur. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui finissent les 4 années d'ingénieur et qui ne sont pas ingénieurs. Pourtant, ils ont eu leur diplôme.
mais ils sont paniqués, ils disent attends, je sais pas ce qu'il faut faire. Oh là, mais là c'est du concret, là, on n'est pas en train de faire un petit schéma. Non, on est réel, on va mettre un immeuble. Ah là, je m'angoisse, je me stresse. D'accord, le gars il a fait 10 ans de finances. Après on lui dit bon alors maintenant, alors on achète les 4 millions d'actions ou non? 4 millions, ça fait combien? 23 millions d'euros. 23 millions d'euros, oh là là, mais ça fait beaucoup d'argent ça. Et en plus que c'est mon argent à moi. Oui, c'est votre argent à vous là ce coup-ci. Là c'est pas l'argent des autres. L'argent des autres c'est facile. Hein, l'argent qu'on a volé, l'argent qui est pas à nous, on arrive à le dépenser avec générosité. Ouais. Mais le sien, on a du mal. Si vous voulez des conseils sur le site bardefer.fr, d'accord. Mais c'est ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que là maintenant, on ne me demande pas de savoir ce qu'il faut faire. On me demande de faire ce qu'il faut faire. Et là, j'ai du mal. Parce que si je me plante alors, et si ça marche pas, oui, comme des gens, ils ont fait une grosse bêtise maritalement. Et après, ils disent ah mais Chitri, je vous en prie. Je dis ok, on fait une rencontre. Elle dit madame, elle dit mais j'ai plus confiance. On va faire un travail, on va truquer, il va changer, il va évoluer. Alors le gars il dit moi je veux bien faire des efforts. Je veux bien faire tchouva, je veux bien regretter, je veux bien me faire pardonner, je veux bien changer, mais est-ce qu'elle va m'accepter quand même ou non? J'ai pas compris. Ah, tu veux la garantie en plus? C'est-à-dire, t'as déliré, t'as fauté, tu t'es pourri, à la limite que tu lui as pas fait attraper une maladie, et maintenant tu lui dis, mais si je fais un effort, je suis d'accord de le faire, mais avec la garantie que ça marche. Sinon, je le fais pas. Mais quand quelqu'un il se jette d'un avion, ouais, il n'a pas de garantie qu'il va sortir vivant. Mais toi, tu t'es jeté de l'avion, mais tu veux que la garantie que si tu fais un effort, c'est-à-dire que tu es tellement paresseux existentiellement, ouais, que tu obliges l'autre à t'accepter malgré que tu as fait sous prétexte qu'il a fait un effort. Mais l'effort n'achète pas le résultat. L'effort, c'est une proposition. Vous me suivez ou non? Comme si toi, tu as bien travaillé, je suis sûr que j'ai eu l'examen. Tu as fait une proposition, ça s'appelle ta feuille à toi. Maintenant, tu as super bien travaillé à l'école, tu as super bien fait l'examen, mais tu es hors sujet. Tu t'es gouré. Tu as mal lu le sujet, tu as fait un hors-sujet. Donc quand tu as fait un hors-sujet, c'est une vraie question. Ouais. Bon, moi, à mon époque, quand on faisait un hors-sujet en dissertation, on avait 0. Aujourd'hui, ils mettent 4, 5. Parce qu'ils notent la nullité. Ouais. Mais en vérité, quand tu es hors-sujet, tu es hors-sujet. Vous me suivez ou non? C'est comme si je te dis, bon, alors, 14h, demain, rendez-vous à Lille. Ok, toi, 14h, le lendemain, tu es à Marseille. Alors t'attends, tu t'énerves, au bout d'un moment tu appelles, tu dis écoutez, la ponctualité est une qualité requise dans le business. Il dit bien sûr, mais je suis là. Il dit comment vous êtes là? Mais je vous vois pas. Ouais, il dit mais je suis là, voilà, je vois la mer. Mais quelle mer? On est à Lille. Mais quelle Lille? C'est à Marseille. Ah le rendez-vous, c'est pas à Marseille, non, c'est à Lille. Ah. C'est un vrai problème. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas là où tu dois être. Maintenant, tu as rendez-vous en tant qu'épouse, c'est un endroit. En tant que mère, c'est un endroit. En tant que chef d'entreprise, c'est un endroit. Donc, tu as rendez-vous. Mais toi, tu n'es pas au rendez-vous. Tu n'es pas au rendez-vous. Ouais. Si tu n'es pas au rendez-vous, bah, tu as raté le rendez-vous. Tu dis non, moi, je suis venu, moi. Ah, maintenant, ce n'est pas le bon endroit. C'est juste un détail. Comment un détail? Mais tu n'es pas là. Pour ça, on appelle ça en français l'homme de la situation. Tu es dans la situation. Si tu n'es pas dans la situation, ben, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut signer. Vous savez, au tribunal, c'est connu. Hein. Même si tu es le meilleur dossier du monde, même si tu as le meilleur avocat du monde, et même si tu es 100% prêt, et même si tu avais 100% de chance de réussir, parce que ce qu'on t'a attaqué, c'est tellement débile que tu es sûr de gagner, mais si tu ne te présentes pas au procès, tu perds le procès. Non, mais c'est bizarre en soi. Parce que de toute façon, alors il y a la justice alors, hein? À quoi sert la justice? Soi-disant la justice, c'est tronqué, puisque pour un détail, le fait que j'étais pas là, alors on fait comme si j'étais coupable. C'est pour ça qu'on dit les absents ont toujours tort. Maintenant l'erreur, c'est de croire que absent, ça veut dire que j'étais pas là du tout. Non, tu peux être là physiquement, mais si tu n'es pas là mentalement, si tu n'es pas là au niveau de la volonté, si tu n'es pas là au niveau de la conscience, eh ben ça s'appelle que tu n'es pas là. Et quand tu n'es pas là, eh ben la situation elle va continuer à être, mais sans toi. Je dis mais comment pouvez-vous passer de moi puisque je suis le principal intéressé? Justement, tu as dit le mot qu'il fallait. Tu étais le principal intéressé quand tu es intéressé. D'accord?
Donc toi, tu dis aux enfants, oui, vous ne me respectez pas en tant que mère. C'est écrit dans la Torah qu'il faut. Oui, mais tu ne te conduis pas comme une maman. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est un détail. Comment c'est un détail? Mais tu es une maman. Moi, je suis ton enfant. Mais si tu n'es pas une maman, bah, tu es une voisine. Si je suis une voisine, je suis un voisin. Bonjour. Bah, écoutez, on fait du bruit, bah, jusqu'à 22 ans, on a le droit de faire du bruit. Allez, bonne nuit, madame. Comme ça, tu me parles? Attends, mais tu me parles comme une voisine, je te parle comme un voisin. Ou non? Tu dis, mais c'est pas évident, mais ça veut dire quoi ça? Je dis, mais regarde, on fait des tests d'ADN, tu es mon enfant. Mais oui, mais c'est rien, ça, c'est de la culture. Bien sûr, on le sait. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fabriqué cette sensibilité ou non? Si on ne l'a pas fabriqué, donc il va y avoir une distance énorme entre ma conscience, ma connaissance et mon vécu. Et à ce moment-là, et c'est très possible, encore une fois, que ça ne rentre pas dans le cadre de mon vécu. Ça ne s'appelle pas une chose que j'ai vécue. C'est ce qui est marqué ici. Qu'ils n'ont pas l'osam libo, il n'a pas mis son cœur. Mais c'est quoi mettre son cœur? Je prends mon cœur, je le mets, il a pris son cœur. Ouais, on dit en français prendre à cœur, plutôt qu'à carreau. D'accord? Donc, quelqu'un, il prend à cœur, ça veut dire il fait rentrer la chose dans son cœur. Ou alors il met son cœur dessus. Comme on dit en français que t'as pas la tête. Ah, je vois que t'as pas la tête là. Là, t'es pas avec nous là. Là, je sais pas où t'es, mais t'es pas avec moi. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un il prend à cœur, parce que le cœur c'est quoi? On a expliqué déjà à peu près 16 millions de fois que le cœur c'est l'intériorité. D'accord? Quand on dit, vous savez, on rentre au cœur des choses, on vit les choses avec le cœur. En fait, le cœur c'est l'intériorité. Donc la question c'est est-ce que la réalité qui est là, elle est sur mon cœur ou non? Donc Sam Libo, c'est que je prends mon cœur et je le colle à la réalité. C'est comme tu veux savoir s'il fait froid ou non. Vas-y, colle ta joue sur la vitre. Vas-y, mets ta joue sur la voiture. Là-bas, on était dans un hôtel là-bas, à Montréal. Bon, il faisait -20 dehors. Mais dedans, il faisait chaud. Ils chauffent les hôtels quand même. Ouais. Et il y avait des fenêtres. C'est magnifique le paysage. D'accord, je l'ai envoyé d'ailleurs sur Facebook. Et il y a du tout triple vitrage, pas double, triple. Mais triple, c'est qu'il y a une vitre avec 2 vitres, et devant, il y a un espace de vide, et après, il y a une autre vitre encore. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir 2 fenêtres pour sortir dehors. Et bien, la 3e fenêtre, donc qui est à la 3e par rapport à l'extérieur, elle est glacée. D'accord? Donc, imagine dehors, comment il fait froid. Parce que la 3e fenêtre, elle est glacée. Même le mur de la maison, tu le touches, il est glacé. Mais comment il est glacé? On n'est pas dehors. Mais il fait bon dans la maison, mais le mur, il est froid. Pourquoi? Parce que ça transmet la chaleur. Ça transmet le froid. D'accord? Pourquoi moi j'aurais dit le contraire? Moi j'aurais dit la chaleur de la maison, elle va chauffer jusqu'à l'extérieur. Non, c'est le froid qui rentre à l'intérieur. C'est pour ça que c'est difficile de distribuer son bonheur, mais c'est facile d'être glacé par la méchanceté de l'autre. Le pouvoir de pénétration du froid, c'est incroyable. Ça s'appelle un froid. On dit d'ailleurs jeter un froid. Ouais, ça jette un froid. Hop, et pourtant on ne vit pas dans un frigo. Mais des fois, on l'a épousé. D'accord? Donc c'est marqué ici que la personne, en fin de compte, elle est ici, mais son cœur n'est pas là. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi une fois on marque Kol Yareh et Hachem, celui qui craignait Dieu, ouais. Donc celui-là, il a rentré son troupeau, et celui qui n'a pas mis son cœur, il n'a pas rentré son troupeau. Donc maintenant, on fait un rapport entre la crainte de Dieu et la sensibilité. D'accord? Donc ça veut dire que la sensibilité, c'est une forme de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est une forme de sensibilité. Donc quand quelqu'un dit, écoutez, je sais que Dieu existe, écoutez, mes parents sont rabbins, j'ai fait le Talmud Torah, j'ai vécu au Maroc, vous n'avez pas commencé à m'expliquer qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. D'accord? On sait très bien qu'aujourd'hui on est samedi et qu'on ne prend pas la voiture, mais bon, j'ai un cas de force majeure, je dois me refaire un ongle. Ça ne peut pas attendre, d'accord? Mais cette situation-là bizarre, où la personne, elle est là, avec sa connaissance et sa conscience, et elle avance dans le Shabbat, et elle est dans la voiture, et elle bouge, d'accord? Elle se sent pas qu'elle est en train de le faire. Alors c'est marqué ça, à propos de Amalek, d'accord? L'Osam Libo, ça veut dire que Amalek, il a vu que Hachem, il a détruit l'Égypte, il a fait sortir les béné Israël d'Égypte, il a fait 1 an de miracles avec les plaies, il a ouvert la mer, il les a accompagnés dans le désert, 3 millions de personnes, il a organisé la bouffe, rien que la bouffe déjà de 3 millions de personnes dans le désert, ouais.
Mais quand même, il les a attaqués. Il dit pourquoi? L'osam libo. L'osam libo. Ça veut dire qu'il n'a pas mis son cœur. Il n'a pas eu cette sensibilité. Mais là-bas, de quelle insensibilité on parle? On parle de l'insensibilité de la haine. C'est que quelqu'un, des fois, il a une telle haine qu'il n'arrive pas à voir le danger, il n'arrive même pas à voir le bien. Alors, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que le magicien, il a deux mains. Vous verrez jamais un magicien manchot. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des deux mains. Il a une main pour vous occuper les yeux et l'esprit, et une main pour aller chercher le pigeon derrière. Maintenant, il y a toujours un acte en décalé. D'accord? Donc vous faites le film à l'envers. Quand vous voyez qu'il sort le pigeon, juste après qu'il a fait apparaître une fleur, en fait, pendant qu'il est en train de faire apparaître la fleur, ouais, il a été chercher le pigeon. Donc quand il est en train de faire sortir la fleur, regardez qu'est-ce qu'il fait avec l'autre main. Et l'autre main, elle est là. Et l'autre main, elle est là. Et l'autre main, elle est là. En fait, il a été chercher le pigeon. Mais quand vous êtes occupé à l'étape sortir la fleur, vous voyez pas qu'il a été chercher le pigeon. Et après, il sort le pigeon, tu dis, oh, il sort de nulle part, ce pigeon. Mais non, il sort de la poche. D'accord? Ah bah, pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon. Il s'appelle le roi de l'illusion. D'accord? Donc lui, il va te concentrer, par exemple, sur ton envie. Donc tu vas enlever ta tête du fait que c'est pas cachère, parce que tu as envie de manger. D'accord? Et là, il va te concentrer sur la haine. Donc tu vas pas voir tous les efforts que l'autre il a fournis pour toi. Et là, il va te concentrer sur ton orgueil. D'accord? Donc tu n'arrives pas à voir que c'est toi qui as tort. Tu n'arrives pas à te remettre en cause. Donc c'est un magicien. Donc tu as deux solutions. Soit tu as toujours une étape d'avance sur le magicien, soit tu essaies de voir à l'intérieur de toi quand est-ce que c'est le magicien qui parle, quand est-ce que c'est toi qui parles. Ça va? Maintenant, il faut bien dire la chose, les trois quarts des gens, comme dans une salle de spectacle, les trois quarts des gens ne trouvent pas le truc du magicien. Parce qu'il fait bien son travail. Le Yetzer Hara, il fait bien son travail. C'est normal. Comme l'autre, il va faire exactement ce qu'il faut pour te pousser à bout. Bien qu'au fond, il veut que ça s'arrange entre vous. Mais il n'arrête pas de piquer. Après, il dit à ses copains, mais moi, je l'adore. Mais moi, tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce qu'en fait, parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Après, il dit non, en fait, elle n'a rien fait. Mais parce que je suis aigri. Ouais, après, son psy va lui dire, ouais, parce que ta mère, elle a arrêté d'allaiter trop tôt. Tu vas trouver plein de solutions pour expliquer pourquoi t'es méchant, pourquoi t'es méchant, pourquoi t'es tordu. Mais c'est faux, tout ça, c'est des bêtises. C'est tout des bêtises. Pourquoi? Parce que, avec tout le contexte que tu peux avoir, mais en temps réel, tu aurais pu réagir. C'est comme si tu as le vertige, et tu as peur, et tu n'as aucune confiance en toi. Mais quand tu vois ton fils devant le ravin, tu vas lui dire 2 minutes, je vais aller faire une thérapie. Tu l'attrapes. Ou tu dis non, j'ai trop peur, parce que si je m'approche et je vois le vide, je risque de basculer. Mais lui, il est devant le ravin. Toi, tu es à 1 mètre du ravin. Ok, tu as peur. Alors, qu'est-ce que tu dis en français? Tu prends sur toi. Ouais. C'est quoi tu prends sur toi? Bah, tu mets ton cœur dedans. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis ta peur, tu as mis ta lourdeur, tu as mis ta flemme. Mais tu n'étais pas dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un détournement de pensée. Moi, j'appelle ça une dérivation du flux existentiel. Il fait ça, Yetzer Hara. Ouais, il fait une dérivation du flux existentiel. C'est-à-dire qu'il te concentre sur des faux problèmes pour qu'à la fin, quand tu t'es épuisé avec les faux problèmes, ouais, et ben, tu arrives au vrai problème, tu n'as plus de force. Tu dis, écoute, j'ai plus de force. C'est plus la peine, écoute, c'est pas la peine. C'est quoi, je suis épuisé. Mais ok, mais tu t'es épuisé de quoi? Tu t'es épuisé dans le vide, d'accord? Et dans le plein, tu n'es pas là. Là où on a besoin de toi, tu n'es pas là. Il dit, oui, mais vous croyez que c'est simple, et puis ça tombe de partout, et vous ne le connaissez pas, et vous ne savez pas ce que j'ai vécu. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Ouais. De toute façon, la situation, tu peux toujours la voir en négatif. Ton cerveau, il va argumenter pour justifier ton choix. Maintenant, si ton choix n'est pas le tien, mais c'est celui de tes intérêts, ou de ta victimisation, ou de ta peur, ou de ta souffrance, ou de ta flemme, ou de ta lourdeur, le cerveau, il va légitimer. Son travail de cerveau, il le fait, il légitimise. D'accord? Donc si tu es flemmard, il ne va pas dire tu es flemmard. Il va dire c'est trop difficile, tu n'y arriveras jamais, et il y a d'autres personnes qui sont là pour le faire. Donc il va légitimer le cerveau. Donc tu ne peux pas compter sur ton raisonnement pour savoir si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Parce que de toute façon, le cerveau, il va toujours t'expliquer que tu as raison. Vous me suivez ou? C'est comme les gens que tu aimes. Quand tu vas les voir, eh ben, ils vont dans ton sens. Alors toi, tu dis, ben, tu vois. Alors, mais l'autre, il t'aime, il va dire aller dans ton sens. Alors qu'en fait, si le gars, il t'aime vraiment, il arrive à prendre du recul objectivement et te dire, écoute, là, t'as tort, là. Des fois, t'as raison, mais là, t'as tort.
Tu dis, alors tu m'aimes pas. Alors tu me poses une question, c'est pour avoir la vérité. Ah, tu veux juste que je confirme ce que tu penses. Ah, t'as pas besoin de moi, t'as qu'à le confirmer toi-même. C'est pour ça que les gens y répètent. Ouais, il me dit, mais bien sûr que je suis venu, mais bien sûr que je suis venu, mais bien sûr que je suis venu, bien sûr que je suis venu. Parce qu'ils sont pas obligés de parler aux 4 menteurs qu'ils ont en eux. Ils répètent 4 fois. Ouais. Et en même temps qu'ils sont en train de répéter, ça leur évite d'écouter qu'il y a une autre voix. Il y a une autre possibilité. Alors ils répètent, non, tu crois que c'est comme ça, c'est pas si simple. Oui, c'est trop difficile, j'en ai marre. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes quelque part. Alors pourquoi tu parles à l'autre? T'as qu'à parler tout seul, parce que de toute façon tu l'écoutes pas. C'est un phénomène qu'on vivait à l'époque à la maternelle, je me rappelle. On se mettait là en face de l'autre, et puis on tapait par terre. On disait, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort, parce qu'on tapait plus fort que l'autre. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, parce que ça fait bizarre de taper devant quelqu'un par terre. Aujourd'hui, on crie le plus fort. Oh, je crie le plus fort. En fait, ça n'a pas tellement changé. C'est juste une maternelle réorganisée, quoi. Mais si tu devrais avoir le contraire, de me dire, ok, attends. S'il y a une situation, c'est que j'y suis lié, je suis concerné. Après, l'autre, elle n'est pas complètement folle, mon mari n'est pas complètement fou. Donc, il faut qu'on prenne du recul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un. Mais le quelqu'un, c'est quoi son intérêt au quelqu'un? Ouais, c'est qu'il a du recul, puisqu'il n'est pas dans votre histoire. Alors moi, je pose la question, pourquoi nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre le recul? Et c'est un truc bizarre. Parce qu'on est tellement attaché à notre conscient que des fois, on a peur d'aller chercher notre inconscient. Moi, j'ai dit, des gens, quand un homme et une femme, ils s'engueulent, un couple, ouais, accessoirement, je dis, vous êtes là, les deux en train de vous prendre la tête. Ouais, ta main, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Bon, c'est un peu fatigant au bout de 22 ans. Il faut en avoir de l'énergie pour perdre toute cette force-là, à faire des lourdeurs, tout ça pour éviter les vraies questions. Alors, j'ai dit, vous pouvez faire un truc, vous êtes les deux en train de vous prendre la tête, alors vous allez vous désincarner. D'accord? Vous avez l'habitude maintenant avec les films de science-fiction et Laura Potter. D'accord? Donc, vous allez sortir de votre corps les deux, vous désincarnez votre conscience. D'accord? Donc là, vous êtes les deux séparés en train de vous engueuler. Vous sortez de votre corps les deux. Ouais, vous revenez mentalement, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de temps, donc à l'esprit de la choupa. Et les deux liés comme ça, fou amoureux, vous regardez les deux brels en train de s'engueuler, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont à se prendre la tête pour des bêtises? Mais il y a plus grave. Ça s'appelle le référent. Tu prends en référent. Oui, c'est pareil. Moi, j'étais en cours et tout ça à Montréal. Après, il y a un couple qui a voulu me parler, tout ça. Je leur ai parlé. Alors, il me dit, oui, non. Je lui ai dit, attendez. Vous savez qu'on va mourir. Vous croyez que j'avais mis une bombe dans l'hôtel? Je lui ai dit, on va tous mourir. On va mourir. Tu dis, alors, Shalom, Altif taper la satane. Mais t'as pas besoin. T'as pas besoin de dire, puisque tu es déjà mort. Ouais, on va mourir. Donc, quand on sait qu'on va mourir, on arrête de se prendre la tête pour des bêtises. On ne gaspille pas les quelques années qui nous restent. D'accord? Même les quelques minutes qui nous restent, on ne les gaspille pas. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? En train de monter des cathédrales de l'erreur. Comme ça, pour expliquer, justifier, légitimer, souffrir, pousser à bout, prendre la décision, aller au bout de ses choix. Mais sur la base de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu es en train de me faire la croisade de la lourdeur. Soi-disant, ils ont été pour libérer les lieux saints. Mais non, ils ont été de faire des beuveries, des viols, et des massacres et de la rapine. C'était ça, là, les croisades. En fait, les croisades, c'était juste pour faire une croix sur leur religion. Parce que tu ne me dis pas que les gars de Parti de France arrivaient là-bas, avec tout ce qu'ils ont violé, volé, détruit, truqué, ils ont été pour les lieux saints. Pour libérer la maison du Christ. Mais Yabrel, si tu penses que vraiment que la maison du Christ, elle est là-bas, habite là-bas, pourquoi tu habites en France alors? Donc l'autre, il fait la guerre pour récupérer le pétrole. Ouais. L'autre, il trouve que sa femme, elle est moche pour justifier le fait qu'il drague la secrétaire. Chacun, il va trouver des raisons. Mais tu verras qu'à chaque fois, il a fait une croix sur quelque chose. D'ailleurs, on est obligé d'en faire une religion à cause de ça. D'accord? Tellement c'est répandu. Mais c'est ça l'idée. Que tu réfléchis, est-ce que tu es conscient vraiment, tu crois vraiment que tu es en train de faire le bien? Ouais. C'est comme l'autre, il pense, il diffuse une parole d'amour, alors qu'il est le directeur, le chef de l'Inquisition. Tu dis, mais attends, mais tu t'arraches des doigts, des ongles, des dents toute la journée. Ouais. Mais même la lourdeur de croire que ouais, il a reconnu qu'il était tenu par le diable. Mais le gars, tu lui as enlevé les ongles. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas dire que non. C'est bizarre. Non, mais bon, on a compris l'horreur et tout ça, mais même le côté absurde de tirer les aveux de quelqu'un qui est torturé.
Mais un gars qui est torturé, il peut avouer n'importe quoi puisqu'il est torturé. Tu dis oui, mais quand on lui demande gentiment, il ne reconnaît pas. C'est bizarre, non? Alors, dans le côté absurde, s'il faut continuer la logique de l'absurde, ouais, mais dans le positif, c'est que des fois, pareil, les gens, pour sortir la vérité, ils sont obligés de vivre des situations qui sont torturantes. D'accord? Il faut des souffrances pour que d'un seul coup, la personne, elle dise la vérité. Il faut qu'il fait une grosse bêtise pour que d'un seul coup, il reconnaisse que c'est pas normal. Il faut qu'il prenne un choc mental pour que d'un seul coup, la personne, elle se remet en cause. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, on ne parle que sous la torture. Vous me suivez ou non? Comme si la torture, elle pouvait faire sortir le subconscient. Maintenant l'idée, c'est que le négatif, la pression négative, elle peut faire sortir le subconscient, mais la pression positive aussi, elle peut faire sortir le subconscient. C'est pour ça que c'est marqué que Simcha Bet HaShoeva, dans le Bet HaMikdash, il y a une mitzvah de se réjouir. Et là-bas, ils allaient se réjouir. Mais Bet HaShoeva, on l'appelle Bet HaShoeva, pourquoi? Parce que c'était le moment où on allait puiser, Shoev c'est puiser, l'eau qui était nécessaire pour toute la voda, le service divin qu'on allait faire dans le Bet HaMikdash. Donc, on allait, à cette période-là, on allait chercher l'eau, on l'amenait au Bet HaMikdash. Et on faisait une joie extraordinaire, on dansait. Mais les Chachamim, ils disent, le Bet HaShoeva, c'est pas seulement de puiser l'eau, c'est que par la joie, un homme, il pouvait puiser la prophétie. Par exemple, on dit que Yona, le prophète Yona, c'était pas a priori un prophète, c'était un bon juif, religieux, sérieux. Mais il a eu tellement de joie à Sifra Bet HaShoeva, il a eu la prophétie. Il est devenu prophète. Vous me suivez ou non? Maintenant, la joie, c'est une pression positive. Vous me suivez? Comme quelqu'un, il peut avoir une pression négative parce qu'il a subi quelque chose quand il était petit. Et depuis ce jour-là, il en veut au monde entier jusqu'à ce qu'il est devenu serial killer. D'accord? Comme quelqu'un, il a pu avoir une pression positive, il a vécu quelque chose de tellement fort, de tellement extraordinaire, de tellement merveilleux, ouais, que maintenant, il apporte que du bien dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a juste fait se rejoindre son conscient et son inconscient. Donc chez les gens méchants, en fait, c'est leur inconscient qui est rentré dans leur conscient. Parce qu'au fond, fondamentalement, ils sont méchants. Ouais, on ne pense pas qu'Hitler, au fond de lui, c'était un gars bien, mais il est venu dans les mauvaises circonstances. Non, il était fondamentalement pourri. Parce que quelqu'un qui peut engendrer la mort de 60 millions de personnes, déjà de tuer son voisin, c'est pas évident. T'as le pistolet, t'as tout, il t'a poussé à bout, et t'arrives pas à appuyer sur la détente. Alors comment tu peux tuer 60 millions de personnes? Mais alors si t'as la haine du voisin, parce qu'il t'a fait vraiment une crasse grave, tu peux appuyer sur la détente. Donc en fait, c'est la haine qui a appuyé sur la détente. Donc imagine la haine qui devait avoir Adolphe, ouais, pour engendrer la mort de 60 millions de personnes. Il y a 60 millions de personnes qui sont mortes. Tu les mets à côté de l'autre. Moi, toujours, quand j'étais jeune, je rêvais que je tirais 6 millions de balles dans le corps d'Hitler. Après, je réfléchissais physiquement, est-ce qu'il y aurait de la place pour les mettre tous? Ouais, mais je vais tirer 6 millions de balles. 6 millions. Mais là, c'est 60 millions. C'est toute la population de la France qui est morte. Grâce à lui. Ou à cause de lui. Ouais, ça change rien. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, mais encore une fois, combien il avait de haine à l'intérieur. C'est comme si tu as une bouteille de sirop TCR, d'accord? Et puis tu vas, je sais pas moi, devant le réservoir de l'eau d'Évian. Et tu dis, tiens, je vais faire une menthe à l'eau. Tu dis, mais tu rigoles ou quoi? Il y a 1 million de litres d'eau. Toi, t'as une bouteille de sirop. Il dit, ouais, mais il est bien concentré. Et tu verses. Ouais. Tu mélanges, et après tu ouvres le robinet, tu te sers. Ouf, t'en as mis trop. Comment j'en ai mis trop? J'ai mis 75 centilitres. Et tu me dis que j'ai mis trop. Ouais, mais c'est très concentré. Vous me suivez ou non? Donc des gens, ils ont tellement de haine. Ouais. Ils ont de quoi faire. Et l'autre, il a tellement d'amour. T'es méchant, t'es tordu, t'es fou. Il n'arrive pas. Il dit, je t'aime quand même. C'est bizarre, non? Oui. C'est la folie. Il y a des stress, il y a de la politique, il y a des nerfs, il y a de la cupidité, il y a de l'argent, il y a des détournements, il y a des malversations, il y a des insultes. Et l'autre, il reste quand même avec son amour. Donc combien il avait d'amour à l'intérieur pour réussir à traverser cet ouragan-là? Ouais, comment il peut repousser une vague de 62 mètres de haut en la traversant tranquille?
Parce qu'à l'intérieur, la détermination, elle est très très forte. Donc c'est très très compliqué que pour fabriquer l'inconscient, il faut vivre les choses dans le conscient. Mais quand l'inconscient il est construit, c'est l'inconscient qui va pousser le conscient. Ça va? Ça va trop vite ou... Non, n'essayez pas d'imaginer que vous pourrez répéter. C'est pour ça qu'on enregistre. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup parmi vous qui dorment bien et je ne veux pas les réveiller. Mais pensez le rythme. Parce que quand le cerveau fonctionne, des fois, le corps, il... C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat d'Aflemad Aleph, Yod'im Areshaim Shedarkam Lamita. Ils savent, les fauteurs, que leur chemin, c'est-à-dire leur destinée, est la mort. Et là, chez Chelev al-Kesilam. Mais ils ont une graisse sur les reins. Alors, Rashi, parce que l'Agma a dit comme ça. Shema Tomar, chez Shrucha Imeen, peut-être tu peux dire qu'il a oublié. Peut-être Racha, il a oublié. Parce qu'il dit, vous savez, j'étais allé chez Shiva quand j'étais petit, mais j'ai oublié. J'ai grandi dans une famille religieuse, mais j'ai oublié. On avait un voisin qui était religieux, il me disait toujours fais attention, Gaëtan, fais attention à ton avenir. Les parents, on l'appelait Gaëtan, Gaëtan, beau comme ça, d'accord? Bon, c'est pas un nom vraiment adapté, mais bon, quand ils ont vu sa tête à la naissance, ils ont dit bon, le gars étant ce qu'il est, bon, d'accord. Mais il dit mais Shema Thomas, chez Shrocha Imehen, peut-être que tu vas dire qu'il a oublié, ouais. Alors Tamud Loma, Vachareem Befiem Yirtsu, c'est là, ouais. C'est un langage bizarre. Vachareem, ça veut dire après leur finalité. Befiem, dans leur bouche, irtsu, ils vont la désirer. C'est-à-dire qu'au fond, la personne, elle sait très bien. Vous me suivez ou non? Elle sait très bien. Tout le monde sait. Mais c'est plus que savoir ça. Irtsu, ils voudront. C'est comme les gens qui ont fait du mal et qui, au fond, ils attendent l'autodestruction. Par exemple, le dernier argument que la police a pour faire parler l'assassin, ouais, le dernier argument, c'est, écoute, dis-le et tu verras, ça va te faire du bien, ça va te soulager, ça va te libérer. Le mec, tu vas le libérer, mais quel libérer? Tu vas le mettre en prison pour 40 ans. Mais ça le libère. Pourquoi? Parce qu'il vient avec la culpabilité. Il vient avec la ranma, il vient avec l'angoisse. Parce que c'est quoi la force du Yetzirah? Avant la faute, il te rend inconscient. Après la faute, il te rend conscient. Alors moi, j'ai pris un exemple gros, comme le meurtre. Mais dans n'importe quel domaine. Toi, tu manges pas cachère parce que tu es avec tous tes copains. Il dit arrête de faire le religieux, laisse-toi aller, c'est bon, les oursins goûtent. T'as jamais goûté. Le bon Dieu, il a dit qu'il faut apprécier chaque chose. Alors vas-y, tiens, prends une huître et oh, ça glisse dans la bouche. C'est un peu, on dirait un chewing-gum. Ah, c'est magnifique. D'accord, on dirait de l'arnoula. D'accord, donc. Mais après, tu l'as mangé. Tu reviens à la maison, tu vois la photo de ton grand-père, le Rav de Meknes. Tu dis, papy, je crois que j'ai fait une bêtise. Et lui, il te regarde avec son regard comme ça. Oh, haram. Je crois qu'il a parlé, d'accord? Oui. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est qu'au fond, tu sais très bien. Tu le sais, ouais. Et pire encore, et tu dis, je vais prendre sur la tête. Et quand ça t'arrive, tu dis, je savais que je le méritais. C'est pour ça que les gens qui prennent des claques, en vérité, en général, ils acceptent. Pourquoi? Parce que toi, tu sais pas pourquoi, mais eux, ils savent. Eux, ils savent. Tu vas dire, non, ouais, pourquoi ça lui arrive? Je dis, écoutez, toi, tu peux pas le savoir. Maintenant, tu peux prier pour la personne, mais tu peux pas savoir. Donc, qu'est-ce que tu trouves injuste? Injuste que quoi? Injuste que tu comprends pas? Ou injuste que c'est injuste? Ou injuste que tu sais pas pourquoi? Une fois, un gars, il est venu à la fin d'un cours. Il m'a dit, mais Chédrine, j'ai une maladie très grave. C'est une maladie orpheline. En fait, c'est pas soigné par les... Il n'y a aucune recherche qui est faite parce qu'il y avait que deux malades dans le monde et le deuxième, il est mort hier. Donc, bon, c'est une façon de parler. D'accord. Et je dis, mais alors, c'est quoi votre problème? Il dit, mais je comprends pas, j'ai fait teshuva il y a 3 jours, et pourquoi le bon Dieu ne me soigne pas? Je dis, mais vous êtes malade, mais racontez-moi un peu votre vie, qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Il m'a dit, bon, quand j'étais 8 ans, je m'amusais à tuer des animaux. Après, à 13 ans, j'ai touché ma sœur. Après, à 15 ans, j'ai organisé un petit réseau de prostitution à l'école. Après, à 17 ans, j'étais dealer. Après, à 22 ans, j'ai fait ça. Le gars, une vie, mais pourrie jusqu'au plafond. Je dis, mais vous ne pouviez pas attraper une grippe avec ça? C'est trop, ouais. D'accord, maintenant je ne parle pas des gens qui n'ont rien fait, qui ont une maladie, ou les gens qui ils se rendent malades pour des gens parce qu'ils sont tellement mal que les autres ne font pas de tchouva qu'eux ils se rendent malades pour eux. Ouais, c'est un transfert de culpabilité à l'envers. Ouais. Mais là, quand le gars il a tout fait, mais qu'est-ce que tu veux encore maintenant? C'est bizarre.
Et c'est vrai c'était une maladie orpheline, parce qu'un gars comme lui, il n'y en avait pas deux. Hein. Donc il fallait qu'on lui trouve un truc spécial pour lui. Tellement méchant, tellement pourri. Mais même moi, je le voyais en train de me parler. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ouais, et encore, il insistait. Il me disait, alors, je comprends pas, je mets la kippa depuis 3 jours, dans la rue. Alors, il peut pas m'arriver quelque chose? C'est bizarre. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut sortir de la conscience de la causalité? C'est comme si tu mens, et après tu es vexé que personne ne te fait confiance. Mais ils sont vexés. C'est ce qu'elle dit la Gemara. La punition du menteur, c'est qu'on ne le croit pas quand il dit la vérité. Maintenant, quand on le croit quand il ment, pour lui c'est noir. Il dit je mens, on me croit. C'est extraordinaire. Je dis n'importe quoi, les gens ils me croient. Moi c'est beau d'être rabbin. N'importe qui te croit. Voilà. D'accord. Mais quand tu dis la vérité qu'on ne te croit pas, ça te vexe. Tu dis mais attends, mais là, Béhémet, c'est vrai. Tu écoutes, ça fait 20 ans que tu me dis Béhémet. Ça fait 20 ans que tu m'embrouilles, ça fait 20 ans que tu mens à tout le monde. Mais t'es pas un mytho, toi. T'es un dédoublement. T'as inventé le shaker. Mais là, je te dis vraiment, ça va pas. Maman, elle est tombée dans l'escalier, il faut abséder. Non, allez, arrête. Ouais, c'est ça la punition, c'est qu'on ne te croit pas. Alors moi, je pose la question. Quelqu'un qui a tellement menti, et qui était tellement content de mentir, pourquoi ça lui fait mal qu'on ne le croit pas? C'est bizarre. Je vais dire pourquoi. Parce que lui, au fond, il n'a jamais menti. Lui, il n'a jamais menti, c'est son Yetzirah qui a menti. Donc lui, comme il ne se sent pas touché par ça, donc lui, au fond, il pense qu'il a toujours dit la vérité. Maintenant, il y a certaines circonstances qui l'ont obligé à. Vous me suivez ou non? C'est comme les enfants quand tu les attrapes. La première chose qu'il dit, c'est pas moi. Tu écoutes David. Tu étais seul à la maison. Il manque un pot de confiture. Tu en as tout autour de la bouche. Tu vas me dire que tu t'es fait agresser par un pot de confiture. Tu dormais, il t'a sauté à la figure. Non, tu t'es levé, tu as pris le pot de confiture, ouais, tu es monté sur le placard, tu l'as pris, tu l'as mangé, tu as été débarrassé de la victime, tu as nettoyé partout, tu as juste oublié de te regarder dans une glace. Mais tu as de la confiture tout autour de la bouche. C'est tout. Ouais. C'est pour ça que les plus grands malins, ils se font attraper à la fin. Alors lui, il dit une chose incroyable. C'est pas qu'ils se font attraper parce qu'ils sont bêtes. Non, au fond, ils veulent se faire attraper. Au fond, ils veulent. Comme si bon, non, c'est ce qu'il dit. Ils veulent. Mais pourquoi? Parce que leur fond, il est bon. Et ils savent qu'ils se sont fait avoir par l'Yetzirah. Et ils veulent retrouver, comme les gens qui ont fait des saletés, ils veulent retrouver la pureté qu'ils avaient avant. Ouais. Les gens qui ont fait l'adultère, il dit à sa femme, allez viens, on retourne la page. C'était une folie, mais moi je t'aime et tout ça. La femme, elle dit, je peux pas. Maintenant, j'ai gardé mon mari, mais j'ai perdu la confiance. Comment je vais faire? Elle dit, mais ça n'a rien à voir. L'autre, c'était rien. C'était rien, c'était un amusement, c'est une bêtise. Comme les gens, ils me disent, mais Rav, je ne l'ai pas trompé, c'était juste sexuel. Je l'ai entendu, je l'ai dit, ça ne me rentre pas. C'est quoi juste sexuel? Pourquoi c'est quoi plus? Donc tu es obligé de penser que c'est possible qu'une personne, elle a un acte physique, très physique, le sexuel c'est très physique, mais elle n'est pas là-bas. Ouais, là elle est dans une pulsion, là elle est dans une animalité, là elle est dans une bestialité, mais la personne elle-même, elle dit mais moi je suis clair. Moi, j'adore ma famille. Mais on va pas tout remettre en cause. Mais comment je vais aller dormir dehors? Mais ça veut dire quoi, tu me fous dehors? Mais moi, je suis bien. Bon, ce qui arrive là-bas, c'est rien. Je sais même pas qui c'est, ce gars-là. Je sais pas. Mais c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Mais ça va pas. Mais voilà les vidéos, voilà les photos, voilà l'ADN, voilà tout. Arrête. Allez. Laisse-moi tranquille. Allez, viens. Allez, mets-toi à table, on va faire qui douche. Je dis, la logique, c'est ça. Que la personne, en fin de compte, elle n'a pas vécu sa vie. Alors maintenant, si la personne, elle est prête à considérer que ses erreurs ne sont pas ses erreurs, alors pourquoi elle croirait que ses mitzvot, c'est ses mitzvot? Vous me suivez ou non? Si tu penses que le mal que tu as fait, c'est pas toi qui l'as fait, alors pourquoi je dois considérer que le bien que tu as fait, c'est toi qui l'as fait? Ça lui convient. Exactement. Mais convient, vous l'écrivez en un mot ou en deux? Alors ce que dit Rashi, sur place, sur ces Réchaïm là, qui fautent,
alors ils savent qu'ils vont aller en enfer, ils fautent quand même. Rachid dit Yodim, em, shezo darkam. Ils savent que c'est ça leur chemin, c'est ça leur finalité, c'est qu'ils vont mourir. Aval, ouais, kilyote em mechupin. Leurs reins, parce que tu vois, on dit toujours que les reins, par exemple, on dit que klayot yoratzot, les reins conseillent. Ouais, on dit qu'Avram Avinu, il a appris la Torah par les reins. Je dis, mais comment les reins, ils apprennent la Torah? Est-ce qu'on réfléchit avec les reins? Normalement, quelqu'un réfléchit avec la tête. Quand on réfléchit beaucoup, par exemple, ouais, on a mal à la tête. Normalement, c'est marqué Rabot Machashavot Belev Ish. Elles sont nombreuses les pensées. La fin du cours, c'est 12h30. Bon, vous allez avoir un quart de cours. Non. Donc, on dit Rabot Marchavot Belev. Elles sont nombreuses les pensées dans le cœur de l'homme. Mais c'est très bizarre, parce que quand quelqu'un il a beaucoup réfléchi, il a pas mal au cœur. Il a mal à la tête. Alors, je vous avais expliqué à l'époque, pour les redoublantes, c'est que, en fait, le cerveau, c'est comme un terminal. C'est-à-dire, il reçoit une impulsion. Le rein, c'est lui qui crée l'impulsion de la pensée. Parce que, par exemple, une parole exprimée, en fait, c'est l'expression d'une réflexion. D'accord? Une pensée. Et cette pensée, avant d'être une pensée, c'est une impulsion. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion qui part des reins, qui va ensuite se concrétiser sous la forme d'un schéma complexe d'arc électrique établi entre les neurones. C'est comme ça qu'on appelle une pensée en neurologie. D'accord? Donc, mais cette image-là, ce schéma-là, il est le fruit de cette impulsion. Et ensuite, cette impulsion du cerveau, elle repart dans le cœur, et là, elle prend une réalité. Pour ça, toujours, il dit, Rav Dessler, allez vous à Metsiout. Le cœur, c'est la réalité. Mais pas le cœur, comme on dit, le cœur. Non, non, ça c'est Johnny. Non, le cœur, c'est l'essence de la personne, c'est l'intériorité de la personne. Mais maintenant, encore une fois, le cœur, il est ce que tu es. Il n'est pas ce que tu penses être, il n'est pas ce que tu voudrais être, il n'est pas ce que les gens croient que tu es, il est ce que tu es. Maintenant, cette réalité de toi, d'accord, elle est venue d'une culture, d'une pensée assimilée au cœur, qui elle-même venait d'une impulsion qui venait des reins. C'est pour ça que quand on est stressé, ça stresse dans le dos. Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois, ouais. Quand tu as un stress intellectuel, une décision à prendre, intellectuelle ou quoi, ça stresse dans le dos. Par contre, quand tu as une décision matérielle, ou d'argent, ou une décision émotionnelle de est-ce que je lui dis ou je lui dis pas que je l'aime plus, c'est devant. Donc le siège de l'émotion, c'est là, ça s'appelle l'ulcère d'estomac, d'accord? Et le siège de la décision, c'est dans le dos. C'est pour ça que ça fait des mal de dos, j'en ai plein de dos, d'accord? Les lumbagos, les calculs rénaux, tout ça, c'est au niveau du dos. C'est pour ça que les Chinois, ils gèrent le stress à partir du dos, d'accord? Donc maintenant, cette impulsion-là, elle vient où? Des reins. Donc, l'impulsion de la Torah de Avraham Avinu, elle vient des reins. Donc, c'est normal que le Yetzer Hara, quand il veut empêcher quelqu'un de réagir, il va lui mettre une graisse sur les reins. C'est ça ce qui est marqué Chelev al Kilyotam. Ouais. Il va créer cette... Donc, le rein, il va continuer à envoyer l'impulsion. D'ailleurs, il dit le Ramban que c'est pour ça que les poches qui contiennent la semence de l'homme, et la semence, elle est faite à 100% de pensée, et sont exactement en face des reins. C'est la correspondance. D'accord? Parce que ce que tu as dans la tête, ce que tu es, s'inscrit dans ta semence. Donc maintenant, le rein, il envoie l'impulsion, il dit réagis, c'est pas bien ce que tu fais, bouge-toi, c'est pas normal, tu vas pas t'en sortir, il va t'arriver des malheurs, mais hop, il y a une graisse qui empêche. Donc le cœur, ouais, le cerveau et le cœur ne reçoivent pas l'information. C'est comme s'il y avait une forme d'anesthésie, d'accord? C'est une année qu'on aurait fixée pour commémorer la police secrète russe. L'anesthésie, d'accord? Ça va? Non, j'ai besoin de savoir si vous suivez. D'accord? Donc, et cette anesthésie, elle coupe. Maintenant, il y a une anesthésie naturelle, genre tu t'es tapé la tête contre le trottoir, tu t'es endormi, ouais. Il y a une anesthésie médicale, on fait un coma médical, on met sous coma pour que la personne, parce qu'elle ne peut plus supporter les spasmes de sa douleur. Mais il y a une anesthésie volontaire. Je ne veux pas comprendre, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas écouter. Non, non, non. Ouais, ce qu'on appelle la psychorigidité. L'insensibilité volontaire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'information n'arrive plus au cœur. Mais quand l'information n'arrive plus au cœur, tu ne peux pas faire tes chouvas. C'est ça, Chelev al-Kesilam. Parce que sinon, tu ne comprends pas le langage. Yod'im areshaim shedarkam lemita. Ils savent très bien
que leur chemin, c'est à la mort. C'est difficile, d'accord? Une fois, il m'avait demandé d'animer comme ça, de parler dans un Shabbat, je crois, Shabbat Ratan, je sais pas quoi. Ben, j'ai fait des cours, je les ai éclatés. Et après, je les ai vus, ils étaient tous à la piscine à Tel Aviv, mais à l'aise, tout nus, à l'aise. Moi, j'ai dit, bon, ben, j'ai parlé à leur Neshama, à leur estomac, à leurs cheveux, je sais pas à qui j'ai parlé. Mais ils sont tranquilles. On dit, bon, mais ils sont pas venus, ils sont pas dans le coup. Puis ils sont venus pour kiffer, ils vont pas rester maintenant à faire des télim tout l'après-midi. Ils sont à Tel Aviv, un soleil de malade, en face de la mer. Ok, moi, j'ai pas Chas Shalom comment dire, d'exigence ou de déception, sinon j'arrêterai de faire ce travail. Ouais, mais de dire que c'est marrant que tu peux vivre avec les deux. Ouais, au moins tu peux dire, bon, bah au moins pour ce Shabbat, c'est honteux, il y a le rabbin, je vais faire un effort. Non, t'es tranquille. À la limite, tu vas le croiser en maillot de bain dans l'escalier, tu lui dis, au fait, Rav, j'ai pas tout ton prix dans le cours. Je lui dis, moi, enfin, rhabillez-vous. Bah, ah, pourquoi je suis... Ah, excusez-moi. Enfin, les parties les plus importantes sont couvertes. C'est des gens, ça les dérange pas. Ouais. Ou le contraire, ils sont gênés. Ouais. Il vient avec un décolleté comme ça au cours. Ouais. Et à la fin du cours, une bracha ou un conseil, elle fait... Ah ben Chétri, je voulais savoir, pour une cousine qui est... Je dis, vous voulez que votre cousine aille mieux? Il me dit oui. Je dis, je ne fais pas de bracha. Il me dit, pourquoi? Je dis, vous avez qu'à vous couvrir bien. Vous dites, je prends sur moi de bien me couvrir pour la santé de ma cousine. Qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que je ne comprends pas. Quand tu as 3 mètres de moi, c'est pas dérangeant d'ouvrir la charcuterie. Et quand tu t'approches, il faut que tu fermes. Quoi, tu crois que je suis myope ou quoi? Alors moi, je ne dois pas regarder. Mais toi, tu n'es pas obligé de présenter la viande comme ça en libre accès. D'accord? Donc c'est quoi cette logique-là? Ah non, la pauvre, non, je n'ai pas fait exprès. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun, il doit réfléchir à ce qu'il est en train de vivre au moment où il le vit. Tu vois, la grand-mère, elle vivait en Algérie, au Maroc, il faisait très très chaud. C'est pas couverte la tête. Elle n'a pas dit, il fait chaud, c'est la mode. Elle n'a pas dit, je vais perdre les cheveux s'ils sont pas à l'air libre. Le cuir chevelu a besoin de respirer. Non. Elle a gardé la tête couverte depuis l'âge de 14 ans jusqu'à la mort. Je crois qu'elle n'avait pas des beaux cheveux. Tu serais jaloux de ses cheveux. Des cheveux jusqu'ici, épais et brillants. Et toi, Blénara, que tu as fait toute ta vie, elle dit, je les perds, je les trucs, ils sont moches, ils sont crépus, ils sont secs, ils sont... Ça veut dire quoi? C'est pas une question physique, c'est pas une question physiologique, c'est même pas une question psychologique. Ouais? C'est où tu es, toi. Tu es à l'intérieur et tes cheveux sont une excroissance de toi, ou en vérité, tes cheveux sont toi. Et à l'intérieur, il y a juste un petit système électronique qui fait marcher la machine. Où est ton essence? Où est ta personne? Et donc c'est ça l'idée. Tu vis quelque chose, donc tu dois être sensible. Donc tu vas faire rentrer la chose dans ton cœur, d'accord? Si Matlev. D'un autre côté, toi tu veux vivre les choses avec intensité, d'accord? Donc tu vas mettre ton cœur dedans. Vous me suivez ou... D'accord? C'est comme le couple. Le couple, c'est facile. Les gens disent, oui, vous savez, on a des difficultés. Mais combien t'es impliqué? T'es gentil, t'es sympathique, tu fais des cadeaux, t'organises des soirées, tu fais des vacances, t'achètes de la lingerie. Tu fais quelque chose ou non? Non. Moi, je fais à manger. Je suis fatigué. Bonsoir. Allez. On se voit? Non, bon, on fait quelque chose ensemble. D'accord. On danse. On n'a plus l'âge. Après, tu dis, je le sens plus. Il n'y a pas cette proximité. Il n'y a plus de câlin. Il n'y a plus rien. C'est rentrer dans une routine. Mais tu n'as pas mis ton cœur. Tu mets ton cœur. Mais est-ce qu'on a l'âge? Pourquoi il y a un âge pour être amoureux? Il n'y a pas d'âge. Par contre, c'est sûr que si tu éteins le chauffage, il va faire de plus en plus froid dans la maison. C'est un truc débile. Tu dis, c'était pas la peine de venir des territoires, enfin d'Épinay, pour nous dire un truc évident comme ça. Que quand on éteint le chauffage, il fait froid. C'est vrai que c'est débile. C'est vrai, non? C'est vrai. D'accord. Ben, tu dis, oui, mais le chauffage, c'est un peu abstrait, parce qu'il y a le chauffage et puis il y a la maison. Ben, quand tu fais du sport, t'as chaud. Quand tu déménages, quand tu portes les cartons, t'as chaud. Pourtant, il fait froid, mais t'as chaud. Donc tu veux qu'il y ait de la chaleur dans ta maison? Vas-y, bouge-toi. Maintenant, pourquoi tu bouges pas? Parce que t'as pas pris à cœur. Toi, tu dis, bon, c'est les acquis, ça va. On est déjà grand-père. Est-ce qu'on a encore besoin de mettre un peu de la fantaisie? Oui, peut-être toi, tu es une grand-mère. Mais lui, il n'est pas un grand-père dans sa tête. Sa secrétaire lui rappelle souvent, oh, vous êtes magnifique. Donc c'est logique que la personne, elle comprenne
qu'on a l'âge de ces neurones. Si tu regardes l'âge de ton cœur, tu es foutu. De ton corps, ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire. En fin de compte, tu fais de la sensibilisation. Tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, tu vas voir des choses qui t'émerveillent. Tu t'interroges, tu t'interpelles, tu te poses des questions, tu fais évoluer, tu te donnes un nouveau regard, tu réécris. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remettre les choses au quotidien. Tu vas les ramener à la réalité. Par exemple, Shabbat, ça tombe tous les Shabbats, c'est un défaut majeur. Ouais. Donc, comment tu vas faire pour vivre chaque Shabbat un Shabbat plutôt qu'un week-end? Donc, il faut que tu aies une sensibilité spéciale dans ce Shabbat pour que ce Shabbat il soit marqué. D'accord? Et dans tout, c'est pareil. Pourquoi tu vas vivre bien Kippour? Parce que tu t'es préparé. Pourquoi ça va bien se passer le soir du mikvé? Parce que vous vous êtes mis en situation. Chaque chose, c'est des étapes. Donc maintenant, si toi, tu ne trouves pas les moyens de mettre ton cœur dans la chose, eh ben la chose, elle va se passer. Eh ben, de toute façon, tout va se passer. Je vous dis la vérité, tout va passer. Parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Oh, comment ça va se passer? Et si ça va bien se passer? Et est-ce que ça va se passer? Ça va se passer. Ils se marient plus tôt, ils se marient plus tard. Mais ils se marient. La soirée, il y a beaucoup de trucs, de complications. On va être assis à côté de qui? Est-ce qu'il y aura assez de canapés? Et le mariage, il est passé. Après, comment les marmises, prise de tête, et ça s'est fait. D'accord. La maison, si on trouve, si on signe, il faut qu'on trouve une autre avant qu'on vende l'autre. Ça s'est passé. Donc, je vous dis la vérité. Tout va passer. Tout va passer. Tout. La vraie question, c'est pas est-ce que ça va passer ou ça va pas passer. La vraie question, c'est est-ce que ça va se passer avec toi? Ouais. Est-ce que tu vas être là? Comme les gens te disent. Exactement. Comme les gens, des fois, ils te disent, écoutez, à mon mariage, j'avais pas la tête, j'étais stressé parce que c'est pas la robe que je voulais, et puis la belle-mère, elle m'avait imposé la date. Je dis, mais chérie, tu vas te marier qu'une fois. J'espère. D'accord? Parce que ceux qui font ça tous les ans, ça devient un problème. Donc, vu que ça prend un an pour préparer, donc il faut divorcer le lendemain du mariage. D'accord? Donc, tu vas te marier qu'une fois. Alors, tu ne veux pas te concentrer sur ce qui est important, au lieu de te prendre la tête avec des lourdeurs. Ah, mais j'arrive pas à m'enlever la tête. Ah, c'est une phobie. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis pas bien. Tu vois, tu entretiens ta souffrance. Maintenant, pour rater son mariage à cause d'une prise de tête, donc imagine des choses beaucoup moins importantes, comment tu peux facilement les rater, pour peu que ton esprit soit un petit peu détourné. C'est pour ça qu'on te dit toujours, il faut recentrer, il faut concentrer, il faut réinvestir. En fait, il faut remettre de la vie dedans. Tu remets de la vie dedans. C'est normal, c'est comme un plat. C'est les matzot. Par exemple, c'est les matzot. Quand vous achetez les matzot, vous les mangez à Pessah. Mais vous savez que ça fait au moins 6 mois qu'elles ont été faites. Après, tu dis, ça un peu dire, ça peut. Eh ben, normalement, le gars malin, il est fait un peu. Il est recuit au four. Un four caché à les Pessah. La veille de Pessah. Il est fait un peu. Il les réchauffe. En fait, il va enlever toute l'humidité. Elles vont redevenir croustillantes, comme au premier jour. Donc, tu as compris que les gens que tu aimes, il faut les remettre un peu sur le feu pour que ça revienne au croustillant de l'époque. D'accord? Eh ben c'est ça. Ça veut dire que chaque personne, elle peut sortir de sa réalité par une insensibilité, mais chaque personne, elle peut revenir dans sa réalité par une forme de sensibilité. Donc, quand on fait un travail, c'est ça que c'est marqué Vayadarta Ayom Vashevota Levavecha, ouais, tu sauras aujourd'hui et tu graveras dans ton cœur, tu fixeras dans ton cœur, tu mettras ton cœur, parce que ça suffit pas. C'est-à-dire, il faut savoir, on est obligé d'étudier la Torah, on est obligé de connaître, on est obligé de savoir, on est obligé d'apprendre, dans n'importe quel domaine. D'abord, tu dois connaître le défaut du sucre, et après, tu arrêtes de manger du sucre. Tant que tu n'as pas compris que c'est dangereux, tu continues à manger. Maintenant, après, tu dis, oui, mais maintenant, je sais que c'est dangereux, mais j'arrive pas à un café sans sucre, c'est dégueulasse. Ouais. Comment on peut manger des haricots verts toute la journée? On va mourir. D'accord. Donc, il y a un petit peu, fais attention, quelques grammes par jour et tout ça, sauf en cas de gros blues. Alors, gros blues, 9 tablettes de chocolat. Là, j'ai eu un stress, j'ai succarisé ma vie. D'accord? Bah, tu vois, c'est exactement la même chose. Les gens, ils font comme ça. Ils sont raisonnables, après ils pètent les plombs, après ils craquent, après ils prennent sur eux, après ils réfléchissent que c'est pas bien, après ils font une erreur, après ils se culpabilisent. Il faut arriver à la vitesse de croisière. Parce que si déjà les remous dans l'avion, ils vous tuent, alors que c'est rien, ouais, alors les remous dans la vie, imagine comment ça tue. Maintenant, d'arriver... Ça va? Ouais, ça va.
D'arriver à garder cette stabilité-là, cette stabilité, elle vient du fait que c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est ce qui nous fait souffrir qui nous fait plaisir. Vous me suivez ou non? C'est les gens qu'on aime le plus qui nous font le plus de mal. Pourquoi? Parce que ça quand... nous touche. Voilà, ouais. Donc en fait, c'est un curseur. Donc je suis obligé de brancher l'appareil, mais c'est le courant qui fait sauter l'appareil. Alors, je ne sais plus quoi faire. Si je ne mets pas l'appareil, eh ben, il n'y a pas de chauffage dans la maison. Si je mets l'appareil, ça pète le plomb. Alors, comment je vais faire? Il y a un problème. C'est un problème de résistance. C'est un problème de fusible. C'est un problème de dosage. Donc en fait, c'est un curseur. Et toi, tu déplaces le curseur pour que la vie se passe bien. Donc en fait, toute la vie, on est obligé de recalculer le dosage. D'accord? Le milieu. Exactement. Là, il faut mettre un petit peu plus d'écoute. Là, il faut mettre un peu moins d'écoute. Là, il faut bien ouvrir les yeux. Là, il faut fermer les yeux. Tu l'as déjà engueulé sur un truc, ton fils. Alors sur le deuxième, tu fermes les yeux. Tu fais comme ça. T'as rien vu. Tu dis non, mais je veux rien rater. Ouais, bah tu sais quoi? T'as tellement rien raté que lui, maintenant, il veut tout rater, lui. Donc il faut fermer les yeux. C'est une grosse question dans l'éducation. Est-ce qu'il faut savoir ouvrir les yeux ou il faut savoir fermer les yeux? Et dans tout, c'est pareil. D'accord, maintenant, vous, avec ton mari, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. On travaille la communication. D'accord? Donc, faut arrêter de parler de sa mère. Après, on va parler du rapport avec les parents. Donc, il ne faudra pas le saouler pour le retard. Maintenant, on va parler du problème de la relation avec le temps. Donc, il ne faut pas lui prendre la tête pour ça, pour autre chose. Chaque chose, c'est des dosages. Donc, en fait, entre toi et lui, il y a un curseur. Entre toi et la réalité, il y a un curseur. Entre toi et la bouffe, il y a un curseur. Et toute la vie, c'est un dosage. D'accord? Genre, il faut manger de tout, mais sans abuser. C'est un dosage. Ou non, il ne faut rien manger. Oui, ou alors il faut que tu choisisses ton camp, du camp ou l'autre, d'accord? Donc, mais en fin de compte, tu es tout le temps en train de te balader. Alors la difficulté, c'est de maintenir cette Pourquoi? Parce que tu vois que l'avion il monte et l'avion il descend, l'avion il monte et l'avion il descend, mais il reste toujours à la même distance du sol. Donc c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'il faut une sensibilité, il faut un investissement, il faut une perception de la réalité, mais qui te maintient dans un équilibre. Donc si tu es entièrement insensible, tu deviens un robot. Si tu es trop sensible, Rahmani Menam Haïm. Les hypersensibles ne sont pas vivants. Parce que tu vas crever, chaque chose qui se passe. Oh, j'en peux plus, grave. Vous vous rendez compte que tous les 9 secondes, il y a une agression? C'est de la folie. Il y a encore un attentat, il y a encore un truc. Tu ne peux plus vivre. D'accord? Donc tu dois être assez sensible pour ressentir et assez insensible pour survivre. Toutes les 4 minutes, on reçoit un texto. Personne malade, personne truc, un enfant dans le coma. Tu fais oh, tu veux boire un café, tu dis il y en a qui ne mangent pas dans le monde. Oh, comment tu vas faire? Donc c'est une logique. Ouais. Que la personne, elle doit trouver cet équilibre-là entre la sensibilité nécessaire et l'hypersensibilité destructrice. Si on arrive à ça, ouais, alors on est heureux. Maintenant, ça prend un certain temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À quel âge on arrive à ça? Voilà, avec tous les dégâts collatéraux. D'accord? Parce qu'on a été trop sensible, ça a été trop long à l'intérieur. Après, il faut se battre pour réparer les dégâts et garder l'équilibre. Il faut avoir un vécu du quotidien et vivre avec sa maladie. Il faut dire à l'autre qu'on l'aime alors qu'en fin de compte, les sentiments ne sont pas là. On attend qu'ils reviennent. Après, il faut dire à l'enfant, bravo, je suis fier de toi, alors qu'on sait qu'il ne faut rien à l'école, il nous ment, mais dans l'espoir qu'il va se remettre à bosser. Donc on est tout le temps dans un curseur comme ça pour maintenir un équilibre entre la réalité qui est vécue et la réalité qui est perçue. Maintenant, si on a trouvé l'équilibre, il n'y a que du bonheur. Khazak Baour. Moi, je m'excuse d'avoir tardé, mais sur ma truc, c'est 1h28. Quoi faire? A priori, on est à l'heure.